Connaissez-vous en fait l'effet du jeûne sur la macrobiote intestinale et est-ce que ça pourrait être éventuellement un moyen thérapeutique? Voilà. Donc la question, c'est influence du jeûne sur le microbiote intestinal et le pouvoir thérapeutique de ce type d'approche. Alors actuellement, il n'y a pas d'études qui se sont attardées véritablement sur des périodes de jeûne et n'ont pas vraiment étudié l'impact sur le microbiote. La seule chose que l'on sache actuellement, c'est qu'au cours d'une journée, la composition du microbiote intestinal est fortement modifiée d'un repas à un autre et qu'entre la période du dernier repas la veille et le lendemain matin, donc il y a une période de jeûne nocturne cette fois-ci, il y a effectivement une modification de la composition du microbiote. Mais de là à dire que le jeûne en tant que tel va modifier la composition du microbiote et le modifier pour avoir un effet bénéfique pour la santé, que ça pourrait expliquer certaines choses qui ont déjà été observées au cours du jeûne, à ma connaissance, ça n'existe pas. Chez l'animal de laboratoire, ce qui a été démontré, c'est que, et notamment chez la souris, qu'un jeûne prolongé pouvait avoir un effet effectivement sur la composition du microbiote et que ça modifie, donc ça diminue en quelque sorte la diversité des bactéries. Il y a certaines bactéries qui vont prendre le dessus. Mais de là à dire que ça a un effet bénéfique, je n'ai pas de réponse. On a parlé beaucoup de champignons et de cancer. Et donc, j'imagine que vous avez entendu parler du Candida albicans, qui a été une controverse, on va dire. Et donc, je me demandais si vous aviez un avis là-dessus. Et deuxième question, le rôle du système endocrinien sur les troubles psychiques et psychologiques, qui a été entre autres mis en évidence par Jean Gauthier et son disciple Jean Duchazot, qui est passé faire une conférence ici en juin d'ailleurs à l'UCL. Et donc, comme vous avez aussi parlé, je ne sais plus, monsieur... C'était monsieur de Timary. Oui, voilà. Et donc, je me demandais si vous aviez un avis là-dessus aussi. Ça m'intéresserait. Voilà, donc deux questions qui s'adressent majoritairement à deux des orateurs. Donc peut-être monsieur Donatini concernant champignons et cancer. Donc le Candida albicans n'est pas un champignon supérieur. On ne va pas le trouver aux racines des légumes, fort heureusement. Donc c'est une levure. Elle va souvent être associée à une levure productrice d'acide acétique. Donc en effet, c'est le terrain acide classique des naturopathes. Et en fait, on va très souvent trouver Candida albicans dans une mauvaise vidange de l'estomac. Donc on va avoir une gastroparésie, une fermentation, beaucoup de méthylacétate et un terrain inflammatoire chronique. C'est l'inflammation chronique qui favorise le terrain tumoral. Comme je l'ai dit, c'est un terrain TH17. D'ailleurs, l'immunité TH17 est spécialisée contre Candida albicans et les citrobactères. Donc TH17, c'est le terrain du cancer en effet. J'espère que personne ne sera TH17, même si on sait que plus on baisse l'immunité, plus on le devient rapidement. Donc voilà la réponse. Dans une alimentation saine, vous n'aurez jamais de Candida albicans, bien entendu. Dans une alimentation bio, par définition, vous avez un équilibre et vous n'avez pas de fermentation, donc vous n'aurez pas de production de vinaigre, vous n'avez pas de candida dans un légume correct. Merci. Alors, la seconde question qui avait trait à la fonction endocrine en relation avec les effets. Alors, par rapport à cette question de la fonction endocrine, il y a en tout cas toute une part endocrine liée aux facteurs de stress qui jouent un rôle très important, et entre autres le rôle des facteurs de stress précoces. Sachant que en fait, l'individu, en fonction de la qualité des rencontres précoces, lorsqu'il développe des réactions de stress dans la petite enfance, il y a une période de sensibilité des récepteurs au stress dans la toute petite enfance, donc des récepteurs au cortisol dans des régions qui viennent réguler la boucle de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien dans la toute petite enfance, qui va donner lieu à une influence sur la réactivité globale tout au long de l'existence. Et ça pourrait jouer un rôle finalement dans la manière dont cet axe de stress sera finalement alimenté par des circonstances émotionnelles tout au long de l'existence, parce qu'il y a des phénomènes
épigénétiques du côté donc, de méthylation d'ADN, par exemple, qui ont été montrées chez des animaux qui ont été soumis à des stress très précoces pendant une période qui est une période de sensibilité aiguë, avec un effet de récupération si jamais il y avait une interaction correcte avec la mère. Et donc, c'est des choses qui ont été montrées de manière claire et qui va influencer de manière importante la boucle émotionnelle ad vitam, en fait. Et donc, ça explique en partie pourquoi la qualité des interactions précoces dans la petite enfance, par un mécanisme qui est un mécanisme endocrinien, va influencer également ce qui se passe sur le plan émotionnel tout au long de l'existence. Mais il faut savoir aussi que la qualité des interactions et des stress va également influencer probablement l'activité intestinale et la perméabilité intestinale. Il va y avoir une action au niveau du plexus myentérique qui va se manifester. Donc il y a quelque chose qui se passe également au niveau du tube digestif qui est lié en partie au stress. On sait que le cortisol, quand il augmente, il va avoir tendance également à augmenter la perméabilité intestinale. Et donc on voit que c'est des systèmes en interrelation. Et en tout cas, alors je ne peux pas rentrer dans le détail de toutes les hormones, mais en tout cas, cette hormone-là, le cortisol, joue vraiment un rôle très important dans des phénomènes psychologiques tout au long de l'existence. Merci. D'autres questions? Oui, ici, madame. Donc là, pour l'instant, je suis un petit peu confuse et je me dis que si je veux améliorer ma santé intestinale, j'utilise l'approche du docteur Donatini qui est plus antivirale, ou je m'attache plutôt à améliorer le microbiote. Je n'arrive pas à conjuguer les deux. Alors, on peut donner la parole à différents intervenants, le docteur Donatini, Patrice Canet. Alors moi, je ne vais pas m'engager sur le terrain, évidemment, de mon collègue à ma gauche. Par contre, en ce qui concerne effectivement la prise en charge du microbiote intestinal, comme on l'a vu et comme on en a discuté, clairement, il y a des interactions entre les bactéries intestinales et tout un ensemble de fonctions d'organes également. Alors même si on ne connaît pas encore l'ensemble des tenants et aboutissants, je reste persuadé et convaincu que des interventions peut-être nutritionnelle d'abord, et j'entends tout simplement rééquilibrer son alimentation avec justement des sources de fibres alimentaires dont on a déjà discuté, mais peut-être aussi, pourquoi pas, des bonnes graisses, comme on en a discuté aussi pour parler très simplement, ou des polyphénols, seront déjà peut-être des premières sources intéressantes pour rééquilibrer le microbiote intestinal. Après, au-delà de ça, si effectivement on n'arrive pas à améliorer certaines des situations, et on est tous d'accord qu'une alimentation saine, c'est la solution, mais on n'y arrive pas dans la majorité des cas, peut-être que des interventions particulières en utilisant certaines bactéries ou certaines sources de nutriments coliques pourraient être une alternative intéressante. En ce qui concerne la partie virale, j'avoue que moi, personnellement, je n'ai pas du tout d'avis parce que je ne maîtrise absolument pas le sujet. Donc là, je laisse la parole. Donc je crois qu'on peut répondre médicalement que pour être en bonne santé, il ne faut pas la grippe, il ne faut pas le papillomavirus, et il ne faut pas certains autres virus cancérigènes comme l'Epstein-Barr ou le cytomégalovirus. Donc plus vous arriverez à vous débarrasser de ces agents qui ne sont que néfastes, par opposition aux bactéries qui, elles, sont souvent bénéfiques lorsqu'elles font partie d'un microbiote équilibré, on peut répondre très clairement, vous devez éliminer tous les virus que vous identifiez. Sinon, vous ne serez pas en bonne santé. Un virus chronique, ça n'est jamais bon. On a identifié la cause de l'asthme par les rhinovirus ou le virus respiratoire syncytial, comme l'eczéma. L'herpès est un des grands facteurs de risque de l'Alzheimer. Les cancers, le papillomavirus, cancer du col, le BV responsable de l'essentiel des Hodgkin. Donc vous ne pouvez pas vous croiser les bras et dire on laisse nos enfants se contaminer et on ne fait rien. Alors quel est le rôle d'une bonne alimentation pour améliorer l'effet antiviral? Je pense qu'une bonne alimentation qui inclut des endobiotes et des endomycorhizes, en particulier le Coriolus par exemple, dont j'ai parlé, va améliorer énormément votre immunité. J'ai écrit plusieurs articles sur la capacité de nettoyage des herpès virus par ces endobiotes.
travaille sur des mycéliums qui poussent sur des écorces riches en polyphénol. Ça nettoie merveilleusement les bouches. L'huile essentielle, composé naturel, participe également. Donc si vous avez des composés très riches en polyphénol et en endomycorhize ou en ectomycorhize, vous pouvez nettoyer. Donc cette notion de microbiote dépasse largement la bactérie, largement, dépasse la fermentation. On est dans le cadre de nettoyage des muqueuses, d'un nettoyage viral et d'une coopération. Un légume réussit dans une terre complexe avec sa symbiose que s'il y a de la lignine, des polyphénols, des huiles essentielles en petite quantité et des microbiotes et des bactéries. Alors, pensez que cette synergie, ce n'est pas un élément, et en tout cas, ce n'est pas une bactérie isolée. Sur une muqueuse, c'est pareil. Donc une bonne santé, je le répète, c'est une bouche propre, un biote propre, et au départ, c'est l'aliment qui combine tout ça. Merci. Il y avait une deuxième question, juste là. Avez-vous connaissance d'une corrélation entre les microbiotes et les groupes sanguins? Question ouverte. Quelqu'un a-t-il la réponse? Actuellement, c'est une question qui a déjà été souvent posée. Il y a certaines personnes qui ont imaginé que les entérotypes pourraient être assimilés à quelque chose du style des groupes sanguins, mais il n'y a pas actuellement de données très scientifiquement, je dirais, bien fondées pour dire qu'un groupe sanguin correspond à tel type de microbiote. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui n'existe pas. Peut-être qu'on arrivera à trouver des identifications ou des identités ou des métabolites un jour. Mais actuellement, il n'y a pas de données convaincantes à mes yeux pour dire qu'effectivement, un groupe sanguin correspond à tel type de microbiote et donc serait à risque ou pas de développer une pathologie ou une autre. Petite question. Y a-t-il un avis sur les aliments lactofermentés? Comme je vous faisais dans l'exposé, il faut éviter de fermenter. Donc c'est la seule chose. Et la lactofermentation, c'est les lactobacilles qu'on met en avant. D'accord? Donc si vous en avez déjà beaucoup dans votre intestin, vous en rajoutez encore. Donc il faut vraiment être très prudent, ne pas en consommer en rotation un petit peu de temps en temps, mais pas ne faire que du lactofermenté tous les jours, quotidiennement en quantité. Ça change aussi le microbiote. Donc, et être très vigilant sur la qualité de son lactofermenté. Je voudrais revenir un peu sur finalement le thème de la journée qui était le lien entre notre assiette et la terre. Et en fait, ma question, c'est exactement ce lien, mais dans l'autre sens, pour, en tant que citadin, revenir avec des solutions pratico-pratiques. On nous dit, OK, plus de potagers urbains, plus de diversité, écosystème, là où il en manque. Et on nous parle aussi de pollution. C'est là où il y a le plus de pollution. Et finalement, on pourrait faire le même lien avec la pollution qui est en nous. Justement, on parlait de la génétique qui se modifie par rapport à ça. Et qu'est-ce que vous conseillez en tant que, voilà, ici, assemblée, expert, etc., pour mettre ça au pratico-pratique? Parce que parfois, on pourrait être démoralisé de mettre un petit potager juste à côté d'une route où on sait qu'il y a de la pollution, puis on sait que notre cours d'eau a été pollué. Et je sais qu'il y a des plantes filtrantes. On parle beaucoup en permaculture de plantes filtrantes ou d'autres solutions, peut-être aussi des champignons. Et je voulais peut-être avoir votre avis sur la question. Je ne suis pas expert, mais j'aime beaucoup le sujet. Et je suis allé à une conférence qui était une conférence sur la mycologie, une conférence européenne, et où la première conférence, c'était l'exemple du Canada et de ces grands terrains bitumineux qu'il faut maintenant décontaminer. Et donc l'expert, un des experts internationaux de la décontamination, travaille sur les champignons, parce qu'il n'y a pas plus efficace qu'un champignon pour décontaminer un sol. Et ils utilisent une technique extrêmement simple, qui est une petite bactérie sensible à la pollution et qui est fluorescente. Donc quand vous mettez de la terre dans un seau et que vous faites un extrait simplement avec de l'eau, vous emportez certains polluants et ensuite vous exposez cette bactérie fluorescente. Eh bien, l'expert, le grand expert, a des cure-dents où il va gratter
les racines des plantes et va déterminer ainsi, par PCR, ils analysent, il y a à peu près une douzaine de plants différents, de bactéries différentes qui peuvent décontaminer un sol à partir d'une racine. Et ils ont donc identifié les principaux endomycorhizes et les principales bactéries capables de décontaminer la terre. Donc ils sont déjà très au point et ils arrivent à identifier aussi par ces techniques. Il y a un groupe sud-africain qui identifie les différentes espèces et les facteurs de croissance, d'amplification de la croissance des légumes pour décontaminer. Donc là, c'est là où j'ai présenté aussi l'effet très amplificateur des ondes électromagnétiques pulsées sur la pousse du champignon, du mycélium, de sa capacité à décontaminer. Et vous pouvez le mesurer avec le gaz que vous pouvez mesurer à la racine de la plante, donc soit du méthane, soit de l'hydrogène, selon le type de mycélium que vous implantez dans le sol. Donc c'est un mélange, c'est ce qui a été présenté au départ, hein, c'est-à-dire c'est un mélange, une combinaison de bactéries, de mycélium au sein d'une plante. Vous augmentez sa croissance et vous décontaminez le sol en même temps. L'astuce va vous permettre de choisir entre l'hydrogène et le méthane. Vous pouvez même choisir votre usine à gaz. Qu'est-ce que vous voulez comme meilleure méthode qu'un sol riche en bactéries et en champignons? Il n'y a pas mieux pour décontaminer un sol. Voilà qui répond en mettant en avant, j'ai dit, toutes les avancées de la science dans le domaine. Et je crois qu'on a eu l'exemple de M. Ferrer qui aussi a fait finalement travailler les enfants pour aller décontaminer un sol avec aussi, j'ai dit, des actions humaines qui doivent être là derrière, bien sûr. Voilà, je voudrais clôturer ce débat et remercier très chaleureusement tous les orateurs de cet après-midi, enfin de cette session-ci, parce que nous restons bien entendu pour la suite. Et donc, je voudrais très chaleureusement vous applaudir. Merci.